Inquiétante, fascinante, l'intelligence artificielle fait débat dans la société. On en parle tout de suite avec mes invités. Raphaël Glucksmann, essayiste et philosophe, Philippe Sueur, professeur de droit et maire d'Enghien, Jean-Claude Audin, professeur, chercheur et auteur, Guillaume Dumas, docteur en neurosciences, ils étaient tous aux entretiens médicaux d'Enghien pour le grand débat sur l'intelligence artificielle. Raphaël, quand on a préparé cette émission, vous m'avez cité une phrase de Poutine, vous m'avez dit le gouvernement qui contrôlera l'intelligence artificielle contrôlera le monde. C'est ce que dit Vladimir Poutine. Ouais, c'est entre guillemets, c'est pas nécessairement mon philosophe préféré, hein, mais je pense que ça cadre bien les enjeux actuels et les inquiétudes actuelles autour de l'intelligence artificielle. Cette course dont parle Vladimir Poutine, elle n'est pas nouvelle. Hein. C'est une course qui a commencé avec l'homme, puisque c'est la course lancée par Prométhée, le fameux mythe de Prométhée, l'homme n'ayant pas de fourrure ou n'ayant pas de crocs ni d'ongles suffisants pour se défendre, Prométhée lui offre le feu sacré du savoir pour qu'il se vive comme perfectible, comme capable de s'augmenter. Et donc, c'est pas une course nouvelle, mais elle connaît aujourd'hui une accélération assez fascinante, vertigineuse. Et cette course, en fait, elle met la personne avec une formation philosophique que je suis dans une situation extrêmement inconfortable. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que peut-être pour la première fois de manière aussi éclatante, la course ne répond pas à un projet philosophique. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas à une utopie que des gens de lettres ou des gens qui se prétendent philosophes auraient écrite et qu'il s'agirait de réaliser. Là, la philosophie ne peut qu'être en réaction par rapport au progrès technologique, au progrès scientifique. Et en un sens, elle se retrouve dans une situation qui est, pour moi, d'autant plus paradoxale que je me définis comme progressiste, comme réactionnaire, au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut, c'est une forme d'humilité horrible pour un philosophe, parce qu'on prétend tout contrôler, on ne peut que réagir. Et donc cette course, la phrase de Poutine, pour y revenir, cette course au progrès, eh bien, on pourrait tout à fait décider de la refuser, au nom de principes moraux, éthiques, se dire que non, nous ne voulons pas participer à cela. Mais si c'est théoriquement possible, c'est pratiquement impossible, puisque ce que nous montre cette phrase, c'est que pour que ce soit refusé, il faudrait que tous les hommes soient d'accord pour la refuser. Or, ça n'arrivera pas, et que donc celui qui la refuse sera définitivement en retard. Et donc, pour nous, qui sommes en réaction par rapport à ce que d'autres font, eh bien, nous ne pouvons faire qu'une seule chose, et c'est ce sera mon rôle ici, poser des questions, émettre des doutes, avoir une attitude sceptique, nécessairement. Poser des questions, ce sera mon rôle. Vous, c'est d'y répondre. Non, mais moi, je rebondirai sûrement avec d'autres questions. Vous savez, l'horreur absolue de la formation philosophique, c'est qu'on vous apprend que les questions sont plus importantes que les réponses, et que donc on passe notre vie à en poser. Mais et je voudrais qu'on le fasse juste en ayant en tête la phrase d'un poète, et après j'ai fini pour l'instant, c'est Hölderlin qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Sauf que cette phrase, en l'occurrence dans notre discussion, elle va être réversible, on va la prendre dans les deux sens, c'est-à-dire que là où croient ceux qui sauvent, croit aussi le péril. Alors, Philippe Sueur, je voulais prendre des notes pendant que Raphaël Glucksmann parlait. Je vais vous donner la parole, mais je vais vous livrer un sondage qui devrait faire réagir aussi l'homme politique. Un sondage très récent paru dans Les Échos qui dit que l'intelligence artificielle inquiète 2 Français sur 3. Et moi, j'ajouterais que peut-être la troisième personne à qui on a posé la question, elle ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Bien, c'est une bonne chose. Hein. Un bon sondage, pour une fois. Je pense que c'est la conscience du futur, hein, et par là, l'enjeu de la liberté. C'est l'enjeu de la liberté, peut-être aussi l'enjeu de l'égalité. Je crois que les siècles qui nous précèdent ont construit une liberté juridique, même bien au-delà. Hein, on va vers une liberté quasi idéale, voire libertaire. Mais en revanche, l'égalité qui s'est construite ces derniers temps va se trouver vraisemblablement, hein, s'il y a un déficit d'éthique, hein, c'est-à-dire un système de valeurs et d'interdits, on peut se retrouver dans des conditions, hein, d'humanité scindée. En 2 groupes, en 3 groupes, peu importe, ceux qui ont, ceux qui peuvent, hein, ceux qui dominent, hein, et
un monde qui serait un monde sans emploi, éventuellement. On va la robotique. On va y revenir après dans le détail. On va consacrer un chapitre entier à cette société de l'intelligence artificielle. Alors, je vais me tourner un peu vers vous deux, les chercheurs, les scientifiques. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle? On va poser un peu le débat quand même. Dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique et elle est assez jeune. Elle est née au début des années 50 à l'initiative d'un mathématicien anglais, Alan Turing, à qui on doit beaucoup de choses. En particulier, c'est un des pères fondateurs de l'ordinateur, mais aussi c'est le premier, en tout cas de façon un petit peu plus argumentée et formalisée, d'imaginer qu'on pourrait sur un ordinateur simuler l'intelligence humaine. Donc, alors justement, pour l'instant, on n'y arrive pas. Si on rappelle les étapes, 1997, Deep Blue qui bat Garry Kasparov et 2011, Watson qui gagne les Jeopardy, mais on considère que c'est pas vraiment battre l'intelligence humaine. Alors je vais rembobiner un petit peu quand même, parce que c'est un petit peu résumé. C'est vrai que dernièrement, depuis 2010, il y a eu des progrès relativement spectaculaires dans une partie de l'IA qui s'appelle l'apprentissage profond, le deep learning en anglais, et qu'effectivement, on a passé un cap là, et qui nous permet d'envisager aujourd'hui des applications avec des taux de réussite relativement importants. Mais il y a déjà eu 3 envolées lyriques de l'intelligence artificielle à sa création, d'une part. Ceux qui ont créé l'IA au départ, en 1956, lors d'une conférence au Dartmouth College, déjà, il y avait des prédictions fantasmatiques sur ce qu'allait faire l'IA. On prédisait que dans les 30 années qui suivraient, un ordinateur serait le champion du monde des échecs. Donc, ça ne s'est pas passé tout de suite, ça s'est passé en 1997. Et puis, après cette envolée lyrique du début, il y a eu un premier hiver où, pratiquement... eh bien, on ne parlait plus de l'IA, il n'y avait plus de fonds pour travailler au niveau de la recherche. Et puis, dans les années 80, c'est reparti, avec une nouvelle envolée au niveau des systèmes experts. Et puis ensuite, à la fin, début des années 90 et 2000, un nouvel hiver, c'est-à-dire on n'en parle plus du tout. Là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, 2010, des nouveaux résultats et un nouvel embelli. Là, on se remet à en parler beaucoup. Excusez-moi, je vous coupe un peu parce qu'il faut qu'on avance. Alors, c'est pas Guillaume, mais pour nous, ça paraît un petit peu surprenant. D'un seul coup, cet enthousiasme, on peut le comprendre, mais de là à imaginer que ça va révolutionner la planète, on reste un petit peu sceptique, en tout cas pour moi. Alors donc, si je comprends bien, en fait, il y a des gens qui s'inquiètent, à juste titre ou pas, comme la société civile ou le citoyen moyen comme moi, et puis il y a des scientifiques comme vous, Guillaume, qui disent, ou comme vous, Jean-Claude, qui disent bon, finalement, on n'en est pas si loin que ça. C'est vrai ou pas? Je comprends bien ou pas? Alors, moi, je dirais que déjà, on est dans une société justement très du spectacle, et le spectaculaire de l'IA marque beaucoup de personnes. Mais il y a un décalage énorme entre les démonstrations, le côté performatif de AlphaGo qui bat au Go le champion du monde devant toutes les chaînes du monde, et l'état actuel de la connaissance de comment fonctionne le cerveau humain déjà naturel. Et tout à l'heure, on parlait des 10% du cerveau, le mythe des 10%, qui est dû à à Ramon Caral, qui comptait les neurones dans le cerveau, et il avait trouvé qu'il y avait 10% de neurones et 90% d'autres cellules. Et finalement, on en est toujours avec ce mythe qui persiste. Et la population, les gens en général, ont une connaissance en apparence du cerveau, parce qu'on a beaucoup de démonstrations comme quoi on avance, etc. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le Dunning-Kruger effect. Plus on connaît quelque chose, et moins on a l'impression de connaître. Et avant de prétendre à faire une intelligence artificielle qui est comme l'humain, faudrait qu'on arrive déjà à comprendre comment fonctionne le cerveau humain lui-même. Okay. Alors par contre, on dit toujours que le législateur est en retard sur les progrès. Là, pour une fois, on a l'air de s'inquiéter un peu en avance. Donc on a raison ou pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que là, on est très franchement... On ne l'a pas abordé globalement au niveau de l'éthique. Et puis, quant au droit du numérique, il n'existe quasiment pas. Il y a une loi numérique, ce n'est pas la même chose, mais en droit du numérique, et puis toute l'implication du droit, ne serait-ce que
dans le droit de la responsabilité, dans le droit de la propriété industrielle, si on parle d'intelligence forte, d'intelligence effectivement artificielle, créatrice. La création appartient-elle aux robots, aux développeurs, aux propriétaires? Voyez-vous, des questions simples que les juristes doivent en principe traiter dans le quotidien quand on est en propriété industrielle ou intellectuelle. Voilà un exemple parmi d'autres. Mais qu'il faudra aborder, effectivement. Ouais. On a raison de s'inquiéter par anticipation, Raphaël? Il vaut toujours mieux s'inquiéter par anticipation. C'est le principe même de la réflexion. Je suis d'accord qu'il y ait une forme de fantasme autour de l'intelligence artificielle. C'est pas un fantasme qui est neuf, encore une fois. Enfin, c'est le vieux mythe du golem. C'est né dans un ghetto juif à Prague au XVIIe siècle. Et depuis, ça a complètement irrigué la littérature, la philosophie, le débat civique. C'est la peur que génère la science, de manière générale. Et là, on se retrouve face à une peur qui est démultipliée parce que quand même, il y a des questions profondément éthiques qui se posent. C'est-à-dire, peut-on considérer que l'intelligence humaine est réplicable? Et ça, c'est une question qui est vertigineuse. C'est-à-dire qu'on a une forme d'interrogation de tout ce qui est l'éducation philosophique. Par exemple, comment fait-on... Peut-on considérer qu'elle est réplicable? Eh ben, je vais vous dire, on va voir ça après la pub. Hein. Le débat continue sur le débat continue sur Via Grand Paris. Ne manquez pas la suite de notre série spéciale sur l'intelligence artificielle. À bientôt.